D'abord, merci pour votre invitation. Permettez-moi d'excuser Alain Michel Serretti parce qu'il a vraiment été l'homme de la situation, puisque dans l'union dont je vais parler, de France Asso Santé, on a des associations qui sont évidemment particulièrement dédiées dans un collège d'ailleurs à la sécurité des patients, et le lien apporté parmi les autres associations, notamment apporter la lutte pour l'amélioration de la sécurité des patients et la réduction des erreurs médicales. Bon. Donc alors une fois qu'on a dit ça, la première remarque c'est que quelqu'un me disait mais 10 000 morts, où est le responsable? Donc j'ai dit ben non, en fait compte évidemment. D'abord 10 000, ils ont pris l'hypothèse basse. Ensuite, on ne cherche pas de responsable parce qu'en réalité, ça fait assez longtemps, on est face à un problème de système et donc ce qu'il faut soigner, c'est l'organisation. Donc ça ressort bien de vos débats. Et donc le terme de collectif, bon, je ne vois pas qu'il y a le logo du CIS et de France Asso Santé, mais il y a beaucoup de partenaires, évidemment, s'inscrit dans l'approche nécessaire de réunir les parties prenantes et de co-construire. Sachant que ça a juste été dit, c'est que l'ensemble des problématiques et des lignes à faire bouger sont à la fois des challenges incroyables. Et donc, pour revenir à France Asso Santé, dont je vais parler rapidement, on aimerait que ça aille plus vite, très clairement. Surtout avec la vision du lien, qui a une vision faussée mais représentative. Je dirais, et puis ça sera un peu le fil, de la double peine qui peut ressembler à un événement indésirable grave évitable à partir d'un acte qui n'a pas été pertinent. Donc, vous voyez, donc là, c'est chargé. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous avez intitulé, vous m'avez demandé de parler de vision. Donc, c'est très bien, mais je vais commencer par les missions. Parce que l'Assemblée constitutive de l'UNAS, il y a exactement un an. Donc, ce n'est pas obligatoirement très connu. Donc, et c'est dans la loi. Donc, l'Union nationale des associations agréées d'usagers de systèmes de santé. Vous voyez ici les missions de l'Union dans la loi. Donc, je vais aller très vite. Je sais pas, je pense que les slides seront disponibles au passage. Donc, alors je ne sais pas si c'est par mimétisme, etc., mais l'Union nationale des associations d'usagers du système de santé, qui est le terme administratif, c'est un peu comme un nom générique. Mais il y a un nom de marque, c'est France Asso Santé. Vous voyez, bon, c'est bizarre ça, mais c'est comme ça. Bon, donc on a trouvé ça quand même plus intéressant. Dans les missions complémentaires, et ça va porter éventuellement à la fin ma contribution en termes de vision, il y a une forme de recherche-action interne, de réflexion qui s'exprime à travers des groupes de travail, et nous avons un groupe de travail sur le médicament. Évidemment, dont je vais parler. Alors, dans la démocratie sanitaire, maintenant pour parler aussi des missions, il y a un élément important que je ne peux pas omettre, c'est l'importance de l'implication locale. Donc ça permet à France Asso Santé, qui est une structure nationale, une union qui fédère à peu près 80 associations, donc énormément de personnes, de ne pas être hors sol et d'avoir une sorte son propre réseau sentinelle. Donc on a ces remontées d'informations du terrain, notamment par les représentations des usagers dans les commissions, dans les commissions hospitalières, pas encore dans les commissions de ville. Les Anglais viennent de rendre obligatoire la présence des usagers dans les soins primaires. Peut-être que ça arrivera en France quand on sera peut-être un peu plus regroupé, mais en tout cas dans l'hôpital, on a un réseau de sentinelles assez important. Au niveau institutionnel, alors je suis un petit peu plus à l'aise pour en parler puisque j'aide donc au niveau national la structure permanente de France Asso Santé. Donc, autour du thème de la iatrogénie et de la pertinence, j'ai dit qu'il était lié. Donc nous avons des représentants dans un certain nombre d'instances. Alors elles sont très nombreuses, allez voir sur le site internet de France Asso Santé. Mais si j'essaye de lister, j'en ai peut-être oublié celles qui sont très intéressantes pour nourrir le débat et améliorer la vision de France Asso Santé sur le thème donc du bon usage du médicament. Ben, vous les avez ici. Mais je voulais très vite, puisqu'on est contraint, dire que ce sont des acquis, et il y a des acquis récents qui sont très intéressants, ce qui me permet de vous passer le message de moi dans mon rapport d'étonnement quand je suis arrivé dans cette organisation.
qui est hétérogène. Les associations, vous le savez très bien, n'ont pas toutes la même taille, n'ont pas toutes la même histoire, n'ont pas toutes le même antécédent, la même implication. Elles n'ont pas toutes des relations internationales qui se développent. C'est l'évolution de la maturité des associations. C'est-à-dire on a des experts dans les associations, pas seulement des patients experts, on a des salariés, des experts, des gens qui scrutent en permanence les différents aspects, que ce soit celui de la sécurité sanitaire et d'autres secteurs. Et un des points importants dans les acquis récents, c'est l'implication des patients dans les commissions qu'on dit au niveau international. Alors je suis désolé parce que ça c'est une présentation dans un réseau d'associations de patients, dans une coalition internationale que je n'ai pas eu le temps de traduire. Donc ce qu'on appelle la représentation, l'implication du public et des patients dans l'évaluation technologique. Et vous voyez que la France est le 4e pays à avoir assez avancé, en fin de compte, pour impliquer les représentants pour le coup, des patients et interagir avec des associations de patients dans l'instruction des dossiers d'HTA pour le médicament qui vous intéresse, donc à la commission de la transparence. Et c'est une mine d'informations et d'échanges très important qui va très vraisemblablement, en fait, qui impacte déjà pour les associations les plus mûres, la compréhension qu'on peut avoir de la pertinence, du caractère approprié des soins et évidemment, ça va contribuer très largement à la lutte contre la iatrogénie. Alors on voudrait avoir plus, j'ai mis en vert clair par rapport à d'autres pays un peu plus avancés qu'on a encore des enjeux en termes de formation sur les thèmes liés à l'évaluation technologique que d'autres pays relaient plus parce qu'ils mettent plus peut-être quelquefois de moyens dans le réseau des associations de patients qu'en France, ou qui en met déjà quand même pas mal. Donc très rapidement, les pistes et les revendications qui peuvent vous intéresser et qui sont liées au thème, indirectement, mais encore une fois, comme on est systémique, je déborde très largement. Même si je prends acte de l'effort et des résultats que vous avez faits. Les marges de manœuvre sont importantes, et j'en ai listé quelques-unes. C'est la prise en compte de l'expérience patient dans l'évolution des indicateurs qualité et sécurité des soins. Alors, il y a un antécédent, une histoire assez intéressante avec le lien, la création des indicateurs ICALIN dans la lutte contre les infections nosocomiales, mais c'est quelque chose qu'il faut promouvoir parce que les associations de patients seront les relais et seront les promoteurs de la compréhension des indicateurs. Et il y a de gros enjeux. Et elles ont compris aussi, je pense que tout le monde a à peu près compris, que si l'appropriation se faisait mal, ce sera fait par des tiers. Et à ce moment-là, on cite régulièrement dans ce moment-là les GAFAM qui feront les benchmarks et comment on dit, les TripAdvisor plus ou moins bien du système de santé. Donc il y a des logiques d'appropriation. Si on veut travailler collectivement et adresser, comme vous l'avez fait, de façon systémique, les causes de la iatrogénie. Un thème très important, un peu prospectif, c'est la participation et de la définition des indicateurs pertinents dans la recherche clinique. Enfin, dans la recherche clinique et donc quelque part dans la pratique. On en attend beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je pense qu'y compris dans la recherche clinique et dans la décision, on pourra parler de la codécision, la prise en compte des indicateurs pertinents, que ce soit à niveau individuel et collectif, n'est pas obligatoirement la même que celle qui guide la décision médicale aujourd'hui. L'éducation thérapeutique et la promotion de la codécision, je viens d'en parler, vous n'êtes pas surpris. Et puis la poursuite de l'informatisation, on a vu le rôle central de l'informatisation dans la réduction de la iatrogénie. Je voudrais juste faire une remarque. Réfléchir, alors c'est dans la vision de France Asso Santé, on est là pour ça. L'ensemble de ces outils seront déclinés sur l'ensemble des causes de iatrogénie. Et le médicament est simplement une cause de iatrogénie. C'est pour ça que je parlais de l'hypothèse basse, puisqu'il ne représente que 30 à 40% de la iatrogénie évitable. Donc si on est dans l'hypothèse moyenne, on est plutôt à 60 000 décès évitables en France. Oui, mais améliorer la communication entre les acteurs, avoir des modules de prescription qui vont intégrer aussi l'aide à la décision diagnostique, au suivi, c'est aussi important que la prescription de médicaments. En fin de compte, historiquement, on a beaucoup moins documenté les erreurs liées au diagnostic, parce que les premiers articles, pour ceux que ça intéresse, sont sortis seulement très récemment. Donc 5% des citoyens ont une erreur diagnostique dans leur vie, et les effets sanitaires sont assez importants, mais on a ciblé sur le médicament parce que c'était très documenté et que c'était actionnable assez vite. Actionnable, heureusement ça a été dit, Medicimo a été cité. Les logiciels
s'adresser à la prescription, c'est viser seulement à peu près 50% des causes d'erreurs médicales, médicamenteuses évitables. Donc l'administration est au moins aussi importante, notamment dans le secteur hospitalier, où quand même, pour l'instant, c'est là qu'on a relevé la majorité des erreurs médicales évitables ont été observées dans le secteur hospitalier dans le monde entier, dans tous les pays, avec des chiffres à peu près cohérents partout. On arrive à une mort évitable pour 300 hospitalisations, reprises par l'OMS, tout ça est assez connu. Et monsieur, effectivement, les progrès sont vraiment très lents, à la grande surprise de beaucoup d'acteurs, quand l'information ressort, et heureusement qu'elle ressort comme à l'occasion de cette journée, tout le monde disant mais pourquoi on ne fait rien, quoi. On dit non, en fin de compte, tout ça va être tellement réformateur qu'il faudra le temps et que pour l'instant on n'a pas obligatoirement pris en compte l'aspect systémique et la profondeur des réformes à engager, même si en fin de compte c'est ce que vous faites exactement aujourd'hui. Vous voulez un retour d'expérience, vous adressez les vrais sujets d'une façon systémique. Mais encore une fois, il faudra que ce soit élargi aux autres causes de iatrogénie parce que globalement ce seront les mêmes outils, les mêmes modèles économiques, les mêmes techniques. Donc sur les réflexions, et je vais terminer là-dessus, donc je reviens sur la systémique, et ça c'est vraiment la partie vision. Vous demandez la perception, et je suis que leur porte-parole des patients. On ne peut pas séparer dans la perception des patients au niveau institutionnel le problème de la iatrogénie de celui de la pertinence, on en a parlé, mais ensuite celui de l'accès à l'innovation, la surmédicalisation, on en a parlé aussi, et celui du prix du médicament. Je vous livre ici le résultat de séminaires internes. Alors nous, on raisonne vraiment en termes de vision, donc on part d'un scénario catastrophe. Excusez-moi, c'est en anglais, c'est pour ça que c'est un scénario catastrophe, c'est qu'il est en anglais et qu'il ne se rapporte pas à notre système. Mais en gros, on est sous une pression où... vous savez que la technologie médicale et l'innovation est responsable de 2/3 de la croissance des dépenses de santé. L'OCDE et d'autres disent la surmédicalisation et le gâchis est de l'ordre de 20%, ce que vous ne niez pas. D'accord ? Et le prix du médicament, alors là, on ne va pas rentrer dans la polémique, est un facteur de crispation, pour ne pas dire, et donc qui nous, dans nos scénarios, si on regarde les systèmes qui régulent mal à la fois les hétérogènes et la régulation, ont deux effets, c'est l'augmentation du reste à charge et l'introduction de rationnement. Donc on ne peut pas ne pas parler reste à charge et rationnement et en même temps parler baisse de la iatrogénie. Il n'y aurait pas de cohérence systémique. Ça, c'est le point de vue de France Asso Santé. Donc on se regarde à l'international, on essaye, c'est prospectif, c'est une vision, tout ça doit être mis en musique. Et donc on réfléchit aux concepts qui apparaissent à peu près partout et que d'ailleurs vous promulguez. Et j'en suis sûr aussi qu'on va retrouver assez explicitement dans la stratégie de transformation du système de santé français, c'est-à-dire jouer sur des variables qui à la fois nous empêcheront d'organiser des pénuries et de rationner, éviteront d'avoir une explosion des restes à charge comme dans les pays absolument pas vertueux, mobiliseront des marges de manœuvre en visant la surmédicalisation en la réduisant et, je suis obligé de terminer par ça, évidemment, garantiront que les prix ne sont pas irréalistes. Voilà, c'est en 10 minutes. Bravo. Merci pour cet exercice qui partait effectivement des contingences légales d'un cadre et qui s'envole, comme vous voulez demander, vers la vision. Moi, je trouve particulièrement passionnante et je vais y passer un peu plus de temps d'ailleurs, si vous nous laissez votre présentation à les décrypter sur vos 2 slides. Je pense qu'on peut se retrouver sur pas mal des objectifs que vous citez là, notamment celui, bien sûr, de l'innovation et celui de l'accès, qui est un enjeu absolument majeur. J'aime bien la vision systémique, précisément, que vous nous invitez à avoir, l'idée qu'on ne peut pas séparer pertinence des soins de iatrogénie. C'est quelque chose qui nous était venu à l'esprit aussi, mais il faut le redire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la ministre est venue, je dois vous le dire. C'est pour ça, c'est parce que pour elle, c'est en totale cohérence sa présence aujourd'hui avec le discours de Bonn. C'est le même sujet dans son esprit. Et puis, vous nous invitez aussi à regarder iatrogénie médicamenteuse en cohérence avec le thème, d'un point de vue systémique, global, de la iatrogénie. Et ça, c'est pour nous peut-être un champ qui s'ouvre. Je ne dis pas que le collectif va demain travailler sur l'ensemble de la iatrogénie, parce qu'on aurait beaucoup à faire, mais quand même, il faut, je crois... C'est de ne pas travailler en silo. Oui, pas travailler en silo, et ça, c'est vraiment une vision intéressante, et merci de nous ouvrir les chakras sur toutes ces dimensions. Alors, on va laisser la place aux questions, si vous en acceptez le jeu. Il y a des questions, je regarde Sylvie Bonnet, qui avait levé la main tout à l'heure, mais de la question, et je suis navré de t'avoir
zappé, j'ai plus, voilà, mais je ne sais pas si la question mérite encore d'être posée, ou sinon avez-vous d'autres questions dans le champ de... Alors, est-ce qu'il y a un micro pour le docteur Bonnet, là, qui est au deuxième rang? Monsieur Thierry, qui fait une très belle présentation et avec une vision très intéressante de mon point de vue. Dans ma question, elle était sur toutes les actions que vous avez menées dans les différents membres du collectif. À chaque fois, on reste un tout petit peu frustré sur, mais c'est peut-être parce que vous ne l'avez pas dit, est-ce que vous avez pensé, vous n'avez peut-être pas encore les données, mais ce qu'on aimerait avoir, c'est effectivement un impact clinique de ces... Alors, on est content de voir la consommation qui baisse, les anticholinergiques qui baissent, etc., mais on aimerait savoir si ça a un effet sur les patients. Et donc, c'était ça ma question, c'était est-ce que c'est prévu ? Ah, mais c'est une excellente question parce que je pense qu'effectivement, il faudrait idéalement aller jusque-là. Il y a beaucoup d'insuffisances dans nos indicateurs. Bon, je crois que d'abord, ce que l'on a fait de bien, si je peux commencer par ça, c'est qu'on s'est imposé d'évaluer ce qu'on faisait. Et c'est, en France, loin d'être le cas dans tous les projets de ce type. La deuxième chose, c'est que on a essayé d'avoir des indicateurs à la fois sur le plan économique, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a des indicateurs, mais qui sont des indicateurs du point de vue que tu exposes, très, très intermédiaires, qui passent par des consommations ou des marqueurs comme sur une liste, je le disais tout à l'heure, d'associations dangereuses, combien ont régressé, se sont stabilisés ou ont augmenté. Donc ça devient déjà un peu plus intéressant, ou le nombre de boîtes de médicaments différents prescrits chez les sujets de plus de 65 ans. Mais tout ça sont des marqueurs évidemment très, très intermédiaires. Je pense qu'avec l'étude que présentait Paul-Émile tout à l'heure, qui est aujourd'hui dirigée par le professeur Novella, on aura, alors je ne sais pas si Paul-Émile est dans la salle, je ne sais pas s'il va jusque-là, mais il y a peut-être des indicateurs là qui seront un peu plus cliniques que ce qu'on a pu faire nous. Voilà, en critères secondaires. Oui. Ça va venir, faut être patient. Le critère primaire, c'est l'impact sur la réduction de la prescription. Dans les critères secondaires, il y a le taux de chute, le nombre de chutes, le nombre d'hospitalisations notamment, et on les a pris cela parce que ce sont des critères objectifs, et voilà, numériques et objectifs. Voilà, la qualité de vie eût été un autre critère, mais elle reste beaucoup plus difficile à évaluer, surtout sur 10 établissements. Il faudra. Oui, mais... Et pour compléter d'ailleurs sur l'évaluation économique, on a bien conscience qu'on est très partiel dans ce que l'on a fait parce que les chiffres qu'on a évoqués, j'évoquais tout à l'heure 185 millions d'euros, ils proviennent simplement de la baisse de consommation de boîtes de médicaments, en ayant pris soin quand même d'égaliser les prix, pour que, évidemment, on ne les prenne pas en compte, mais c'est simplement ça, alors qu'on sait tous que la partie immergée de l'iceberg d'un point de vue économique, c'est l'évitement des hospitalisations. Mais pour ça, il faut faire une modélisation. Bon, on n'avait plus de sous, on peut leur dire, mais c'est prévu, on arrivera, mais ça, c'est 3 fois plus, à peu près. Dans les études internationales que j'ai pu lire, c'est à peu près 3 fois plus. C'est vraiment la partie immergée de l'iceberg.